Les merveilleuses aventures de Calon par ASP Explorer. Calon est l'île du dieu fou. Chapitre 4, où l'on découvre l'île maudite de Lowin. C'était une terre d'une désolation comme peu de gens en ont jamais contemplé. Une terre caillouteuse et infertile, noire comme la mort, et dont semblaient suinter des exhalaisons méphitiques et impies que même l'âme lourde de notre barbare ne pouvait ignorer. Parsemée d'innombrables dalles brisées ou couchées, dans lesquelles on reconnaissait des tombes anciennes, et sans nom. Pris d'une compréhensible hésitation, il fit demi-tour pour constater que déjà le passeur avait disparu dans la brume qui soudain s'était épaissie. Alors il marcha sur l'île à la recherche d'un abri, d'armes, de vêtements et d'un bateau pour rejoindre un rivage plus accueillant. Il marcha longtemps car l'île était vaste et partout se dressait le même cimetière, sinistre et glacé, que nul renard, nul passereau ne venait réclamer comme son territoire. La brume lui cachait même le soleil et il se retrouva après 1 heure sur un rivage qui lui était familier puisque c'était celui qu'il avait quitté un peu plus tôt. Notre héros commença alors à perdre le contrôle de lui-même. Certes, les natifs d'Eboria sont de rudes gaillards à l'âme bien trempée, habitués aux longues randonnées solitaires dans les contrées hostiles, combattant à la bravoure reconnue, n'hésitant guère à attaquer les monstres les plus hideux des montagnes boréales ou les redoutables tribus masquées de Blov dont le nom fait frémir les plus téméraires. Mais la magie est rare dans les terres du Nord, et ses habitants sont superstitieux au plus haut point. Calon l'inflexible commençait donc à prendre peur, et lorsque de la brume se formèrent autour de lui de curieux tourbillons muets, son cœur se glaça et ses membres se paralysèrent. Les tourbillons prirent forme presque humaine, tandis que, dans les oreilles de notre héros, les battements frénétiques de son propre cœur firent place à une musique comme il n'en avait jamais entendue. Un petit air de flûte, à la fois espiègle et lourd de menaces innommables. Alors, les spectres parlèrent à Calon. Fuis, héros, fuis l'île du dieu fou. Une autre voix derrière lui. La mort t'attend sur l'île de Lowin. Fuis si tu veux vivre et oublie le glaive si tu ne veux pas nous rejoindre. Une présence féminine près de son oreille gauche. Donne-moi ta vie, guerrier. Donne-moi ta chaleur. Mais déjà Calon avait retrouvé sa mobilité et traversé en hurlant le cercle des âmes errantes, courant loin devant lui, loin des spectres qui le mettaient en garde. Il n'arrêta sa course folle que lorsqu'il heurta le mur d'une grande tour. Chapitre 5, où l'on rencontre Melgo le voleur. Le coup lui avait fait reprendre ses esprits et notre héros, le cœur battant, allongé dans l'herbe rare, pouvait admirer la haute silhouette d'un grand édifice carré dont le sommet se perdait dans les brumes. La pierre en était noire et gluante d'une sorte de lichen humide et malsain qui semblait la manger jusqu'au tréfonds. Le barbare sauta prestement sur ses pieds, considéra longuement la tour qu'il n'avait jusque-là pas vue, se demandant à peine comment une telle construction avait pu lui échapper. Pensant trouver un abri sûr, Calon fit donc le tour du bâtiment et finit par trouver une porte de bois lourd et noir, ornée de motifs de bronze passés et usés dont le sujet n'est pas racontable ici. La porte était entr'ouverte et un curieux mécanisme était engagé dans la serrure.
Il la poussa sans trop de difficulté et pénétra sans hésiter dans les ténèbres. L'écho du bruit de ses pas renseigna ses oreilles entraînées sur les dimensions de cette salle qui devait occuper tout le rez-de-chaussée de la tour. Le plafond, quant à lui, était trop haut pour être décelable. Il attendit, immobile, que ses yeux s'habituent à l'obscurité, et huma l'air pour passer le temps. Il enregistra par-dessus les relents de putréfaction habituels de l'île une odeur de fumée qui mit un certain temps pour arriver jusqu'à son cerveau. « Y a quelqu'un ? Toi aussi, tu viens pour le trésor du dieu fou ?» Entre le barbare et la porte, dans un silence absolu, s'était glissé un homme d'assez petite taille, enroulé dans une cape sombre. Kalon ne voyait de lui que la silhouette trapue et la longue lame d'acier d'une rapière soigneusement polie. Sa voix extraordinairement douce et calme inspirait la confiance et la bonté. Tout dans sa mise et son attitude trahissait le voleur professionnel. Kalon se demanda de longues secondes durant de quel trésor parlait le petit homme, puis décida de jouer la subtilité. « Ouais ?» Le voleur se maudit d'avoir aussi stupidement dévoilé la raison de sa présence à ce sauvage nu et désarmé qui visiblement n'avait jamais entendu parler du dieu fou ni des secrets de son antre. C'était à se frapper la tête contre les murs. Puis les enseignements de son vieux maître lui revinrent en mémoire. Le sage disait « Lorsque le destin met une pierre sur ton chemin, demande-toi si tu ne peux pas la jeter à la tête de ton ennemi. » Car après avoir déployé tout son art dans le crochetage de la serrure d'entrée, qui était bourrée d'aiguilles empoisonnées, d'acides divers et de pièges subtils, notre homme se retrouvait maintenant bloqué par un obstacle d'une stupidité peu commune, et la brute qui venait d'apparaître devant lui semblait maintenant un cadeau envoyé par Xif, dieu des voleurs et des marchands, pour le récompenser de ses efforts. Que dirais-tu d'unir tes forces aux miennes ? Si la légende dit vrai, nous ne serons pas trop de deux pour vaincre les périls qui nous attendent dans les caves de la tour, et il y a assez bien de trésors pour faire notre bonheur. » Kalon, n'ayant rien de mieux à faire ce jour-là et intéressé par la perspective de gains rapides et faciles, ne se le fit pas dire deux fois. « Ouais. Je suis Melgo, négociant de Ptah. Petite est ma taille, mais grandes sont ma ruse, mon audace et mon intelligence. Nul mieux que moi ne manie à la fois le verbe et l'espadon dans les contrées septentrionales, et le récit de mes exploits a fait le tour de toutes les tavernes du monde. Certains me nomment ami, frère, compagnon, d'autres maudissent le jour où ma truie de mer se livra à mon chien de père contre quelques bagoles, mais tous s'accordent à dire, et moi le premier, je suis voleur et j'en suis bien aise. Kalon. Éborien. Pas bavard, hein ? Eh bien tant pis, je le suis pour deux à ce qu'on dit. Comme tu as pu le voir, j'ai, en déployant des trésors de dextérité et d'astuce, ouvert la porte de bronze des amitiés animales dont parle la légende, et je m'apprêtais à soulever cette dalle qui, je le pense, nous mènera au couloir des peines profondes. Veux-tu m'aider ? Ouais. Le voleur alluma la torche et désigna un endroit du sol. Melgo était, comme on l'a dit, de taille fort moyenne, ce qui était plutôt un avantage dans une profession où il est courant de devoir se glisser dans des endroits étroits, se cacher et passer inaperçu. À ce titre, il était favorisé par son physique, qui ne présentait ni grâce particulière, ni laideur notable. Un témoin aurait donc été bien en peine de le décrire. Peut-être son regard noir et inquisiteur, ou sa calvitie naissante aurait-elle pu attirer l'attention de quelqu'un d'observateur. Et encore. Disons simplement qu'il avait les cheveux bruns et longs attachés par un catogan, mais il changeait souvent de coiffure, le teint mat des gens du sud qui pouvaient passer pour le bronzage d'un paysan, et qu'on lui donnait en général dans les 30 ans. Cela faisait 6 heures qu'il s'escrimait à tirer l'anneau de bronze fixé à l'énorme dalle ornée de gravures hideuses qui occupait le centre de la salle, sans arriver à l'ébranler un instant. Il avait même un instant songé à faire demi-tour pour chercher des renforts en Silégie, quitte à déclarer ce vol à la guilde des voleurs locales. La réponse laconique de l'Éborien le remplit d'une exultation qu'il eut du mal à dissimuler, malgré de longues années d'études et un certificat d'escroquerie du 2e degré obtenu avec mention bien. Vu la carrure de son nouvel allié, nul doute qu'il parviendrait à ouvrir le passage. Car notre héros était exceptionnellement bien bâti, mesurant plus de 16 pouces et 2 pieds de haut pour 3 zones et 1 empan de large. Il avait plus de mal à passer dans les portes qu'à se faire remarquer en société. Notons au passage que ces mensurations sont à comprendre en pouces knébit, pris à partir du gros orteil du prince Mulitzar l'écrase-merde.
En pied Volar, mesuré sur le fœtus momifié de Volar 5, celui qui aurait dû être le fléau du monde. En aune de Baal Nesbeth, soit 17 et 3/4 de fois moins que la hauteur du temple titanique de la foi éternelle de Bel Samarot, après le tremblement de terre qui le ravagea en 704, et en empan sacré de Poualla. Kalon avait donc le physique que l'on était en droit d'attendre d'un éborien. Une chevelure noire comme la nuit mettait en valeur son échine musculeuse, des membres solides comme des colonnes de marbre, un torse rappelant le tronc d'un chêne et un visage dur comme les glaciers du bouclier des dieux.